Bon, nous allons donc passer au deuxième volet de cette soirée, qui sera une discussion entre Georges Niva et Nicolas Miletich et moi-même. Enfin, en vérité, je vais les interroger. Enfin, ça ne m'empêchera pas de mêler mon grain de sel. Avant de commencer, je vais faire une toute petite incise qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on nous avons vu aujourd'hui, tout à l'heure, je veux dire. Vous savez, demain, nous sommes le 21 janvier 2024. Il y a exactement 100 ans, le 21 janvier 1924, mourait Lénine. Donc, permettez-moi de vous dire que c'est quand même un hasard incroyable. Bon, évidemment, c'est vraiment un hasard. Il faut savoir que quand même, Lénine est l'inventeur de tout. D'ailleurs, ça a été dit dans le film, n'est-ce pas? Je rappelle simplement excessivement brièvement les choses, mais en 30 secondes. Dès qu'il arrive au pouvoir après le coup d'État d'octobre, il supprime la presse, il supprime tous les partis, il crée la Tchéka, c'est-à-dire la police politique. Ensuite, il dissout le Parlement. Ensuite, il ouvre les premiers camps en 1919 et non pas quand même en 1922 lorsqu'il a été dit dans le film. En vérité, il y en avait avant, en 1919. Et enfin, déportation de gens, c'est aussi un des grands moments de catastrophe du communisme. Et enfin, exploitation des famines. Voilà, tout ça, c'est sous Lénine. Lénine est mort en 1924. En vérité, il a gouverné de 17 à 22, parce que de 22 à 24, il avait eu beaucoup d'attaques cérébrales et il était plutôt grosse légume. Mais donc, entre ces 5 ans-là, tout a été mis en place. Et ensuite, c'est-à-dire Staline, Mao, Pol Pot, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, Ho Chi Minh, Cuba, Castro et compagnie, tout ça n'ont fait que mettre en musique, si je puis dire, ce que Lénine avait prévu. C'est pour ça que demain, cet anniversaire, il fallait s'en rappeler. Malheureusement, je regrette beaucoup que peu s'en souviennent. Bon, c'est comme ça. Alors, nous allons commencer par parler un peu avec Nicolas Miletich, qui est donc le co-réalisateur du film que vous avez vu tout à l'heure, mais qui est surtout a créé un autre film en 2007. Oui, je crois. Oui, 2007, c'est ça. En 2007, qui s'appelle «L'histoire secrète de l'archipel du Goulag». J'ai hésité entre les deux livres, mais «L'histoire secrète» est excessivement passionnant parce que c'est un film qui est monté comme une histoire policière. Il explique, et il va nous en parler, comment cet archipel a été construit par Solzhenitsyn et par tous ces invisibles dont on parle dans ce film. Mais ce que j'ai préféré dans celui-ci, si je puis dire, c'est qu'il débouche sur aujourd'hui, et pour montrer la continuité du système, et pour moi c'était assez pertinent, c'est aussi un très bon film, soyons clairs. Bon, en tout cas, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu, d'abord, qu'est-ce que raconte ce film, pas dans les détails bien sûr, mais par rapport à celui-ci que nous avons vu, et surtout par rapport à la fabrication même de l'archipel du Goulag, qui a mis à peu près une dizaine d'années pour Solzhenitsyn à le faire. Oui, une dizaine d'années, puisqu'il a commencé en 58. Et en 68, le livre était terminé et il a pu passer en Occident. En fait, le premier film, on l'a fait parce que moi, j'avais passé quelques années comme jeune journaliste pour l'agence France-Presse à Moscou, dans les années Brejnev, et j'avais vu à quel point les gens demandaient à lire Solzhenitsyn, et notamment l'archipel du Goulag. Donc, on voyait clairement qu'il y avait une demande réelle. Et donc c'était intéressant de comprendre comment ce livre, qui a, on le sait tous, qui a quand même été un moment important dans l'histoire, comment il a été construit, qui a aidé Solzhenitsyn. Voilà, les conditions de l'époque étaient quand même très difficiles. Les témoignages qu'il reçoit, les 227 témoignages qu'il reçoit, il les a reçus comment? C'est ça qui est étonnant. Pas spontanément, je pense. Alors voilà, Solzhenitsyn écrit Une journée d'Ivan Denisovitch, qui est publié parce que Khrouchtchev a besoin d'un moment fort pour montrer qu'il y a une déstalinisation. Il va s'arrêter là, mais Solzhenitsyn bénéficie de ce moment, et Une journée d'Ivan Denisovitch devient un petit peu l'un des symboles de cette déstalinisation. Donc, Solzhenitsyn, c'est son premier ouvrage publié. Il devient quelqu'un de très célèbre. Il est reçu même au Kremlin, donc c'est une position tout à fait ouverte. Et à ce moment-là, il reçoit des milliers de lettres. Il reçoit des milliers de lettres de gens qu'il ne connaît pas, mais également de gens avec lesquels il a été en détention et qui lui disent « Mais tu te souviens, on était ensemble à la prison de Boutirki ou dans tel camp. » Voilà.
Et donc Solzhenitsyn, très rapidement, raconte qu'il fait le tri. Il met de côté les témoignages qui lui semblent les plus importants, parce que les gens lui disent « c'est très bien ce que vous avez écrit, mais c'est très très loin de la réalité ». Et lui-même dit qu'il était content d'avoir écrit une journée d'Ivan Denisovitch, mais qu'il considérait que son devoir n'était pas accompli, parce qu'il donnait l'atmosphère d'une façon générale, mais il ne donnait en aucune manière l'ampleur du système. Et grâce à ces témoignages, il a pu le faire. Il dit lui-même, je me suis rendu compte en 1958, quand je fais le plan, que je suis absolument pas en mesure, tout seul, de faire ça. Oui, parce qu'il a l'idée de faire ce livre quand même avant, c'est de recevoir ces témoignages. Il veut Bien sûr. Un témoignage général sur l'archipel. Et là, il dit, mon expérience ne suffit pas. Et c'est ce qu'il pense. Voilà, et c'est le petit extrait qu'on a repris où il dit, en recevant toutes ces milliers de lettres de témoignages ou de témoignages possibles, les gens n'exprimaient sans doute pas tout dans ces lettres, il comprend que les matériaux de l'archipel du Goulag, c'est le destin qui lui envoie. Et alors, pratiquement, je crois qu'à un moment donné, bon, il a mis 10 ans à le faire, il n'a jamais eu sous les yeux l'ensemble du manuscrit, je me semble bien. Jamais il a pu les réunir pour lui-même en tant qu'auteur. Moi qui écris des livres, et Georges aussi écrit des livres, on sait que c'est important à un moment donné que l'auteur ait sous ses yeux l'ensemble de son manuscrit. Et là... non, là c'était évidemment impossible. C'était quelqu'un quand même de très prudent, qui savait très bien prendre des mesures de précaution, voire de conspiration, qui l'ont sans aucun doute beaucoup aidé. Et donc, il n'a en effet jamais eu l'ensemble de son travail sous les yeux. Il avait des petits carnets dans lesquels il était indiqué que tel chapitre est caché chez telle personne à Ryazan, tel chapitre est caché quelque part à Leningrad. Et donc, s'il devait modifier quelque chose, ajouter quelque chose dans un chapitre, il notait que la prochaine fois qu'on pouvait lui ramener ce manuscrit, il fallait... Bon. Donc, c'est des conditions de travail tout à fait compliquées, mais il a eu, évidemment, pour le soutenir, ceux qu'il appelait les invisibles, c'est-à-dire un certain nombre de gens, essentiellement des femmes, il faut le souligner, qui l'ont considérablement aidé dans l'anonymat, évidemment, le plus complet, parce que c'était quand même très risqué, et des gens qui lui ont rendu service dans des tas de domaines différents. Il fallait aller vérifier une citation dans une bibliothèque, il fallait aller rechercher un témoignage, vérifier quelque chose, taper le manuscrit, le faire discrètement, pas en plein jour, et puis in fine, le microfilmer et trouver un moyen de le faire passer en Occident. Excusez-moi, je pensais à ça, ça devait être très facile de trouver du matériel pour microfilmer un manuscrit de cette ampleur. Alors je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas comment il a fait, mais moi, je trouve ça assez remarquable. Non, parce que quand on a tourné en Estonie, le fils de la dame qui l'aidait lorsqu'il a travaillé pendant 3 hivers de suite pour terminer l'archipel dans une petite ferme en Estonie, on avait rencontré aussi le fils de cette dame qui venait... qui passait la nuit, qui récupérait les manuscrits écrits dans la nuit et qui repartait pour les mettre à l'abri. Et ce fils nous a dit moi, c'est Solzhenitsyn qui m'a appris à faire des microfilms. Donc, manifestement, lui était déjà assez compétent. Et c'était quand même un des moyens de reproduction du samizdat, ce système d'édition clandestine en Union soviétique. Donc, il y avait pas mal de gens qui... comme le raconte Alexandre Podrabinek, on a fait 7 exemplaires avec un appareil photo. Alors, on faisait soit un microfilm, soit on tirait sur grand papier. Mais évidemment, ça vous faisait un livre d'une épaisseur épouvantable. Et il faut quand même savoir que dans l'Union soviétique, c'est un petit détail technique, mais que les gens ne connaissent pas forcément, mais ne serait-ce que photographier des milliers de pages comme ça, il faut avoir le matériel, bien sûr, mais le papier, excusez-moi, on se rend pas, il n'y a pas du papier comme ça, on n'allait pas chez le commerçant d'à côté, donnez-moi du papier photo pour faire ça. Donc tout ça, c'est aussi toute une organisation. Voilà. Et donc c'est là où Solzhenitsyn, il le dit très bien, qu'il n'aurait jamais pu faire l'archipel tout seul. Il y a évidemment... Pour l'essentiel, ce sont ces 227 témoignages de gens qui chacun ont raconté leur expérience, telle époque, dans tel camp. Et c'est aussi tous ceux qui l'ont aidé. Tous ceux qui l'ont aidé dans la vie quotidienne pour lui permettre de lui trouver une ferme dans la région de Tartu en Estonie, complètement isolée, où il peut travailler tranquillement pendant 3 hivers de suite. Donc c'est une sorte d'association de bonne volonté qui finalement, tout un réseau de soutien
qui lui a permis de travailler, encore une fois, dans ces conditions extrêmes. Alors, on pourrait faire reproche, peut-être, excusez-moi, à ce livre, parce qui repose sur des témoignages, donc vous savez que le témoignage est toujours un peu faussé parce que la mémoire des êtres humains est bon, et donc ne pas avoir d'archives. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était d'abord impossible, et c'est toujours impossible aujourd'hui, soyons clairs, d'avoir des archives. J'en sais quelque chose, parce que moi j'ai essayé d'avoir accès à certaines archives que je n'ai jamais obtenues. Donc il est impossible en vérité de corroborer les choses. Alors les gens qui font le reproche à Solzhenitsyn, par exemple, parce qu'il y en a certains qui l'ont fait, bon, c'est un bon livre, mais il manque le côté archive, c'est des gens qui ne connaissent pas d'abord les conditions. Et la mémoire orale dans un pays totalitaire, je ne parle pas uniquement d'ailleurs de la Russie, c'est aussi vrai dans d'autres pays socialistes, est absolument vital. En plus, je pense que ce reproche, moi, il me semble un peu curieux, parce qu'on n'a pas dit à Primo Levi ou à Margaret Bubernemann, c'est de l'histoire orale, où sont les archives. Voilà. Donc, je pense que ce reproche, entre guillemets, peut être assez facilement oui, bien sûr. Écarté, à mon sens. Georges Niva, comment est-ce que vous pouvez nous raconter, et revenir en arrière, donc, si je puis dire, dans votre jeunesse, quand vous avez appris l'existence du manuscrit, comme tout le monde, c'est-à-dire en décembre ou au début janvier 1974. Non, vous avez le micro là, vous pouvez parler comme ça. Donc, vous avez besoin. Quelle a été votre réaction d'abord? Et puis évidemment, j'imagine que vous êtes plongé rapidement dans le livre en russe, puisque vous connaissez très bien cette langue. Je voudrais que vous essayiez de vous reporter dans ce choc initial. C'est pas tout à fait ça. D'accord. Parce que Alexandre Solzhenitsyn était déjà un grand écrivain, et il faut rappeler ça avant tout. Ce qu'il dit lui-même sur le recueil des témoignages, c'est ce que dit l'écrivain qui essaye d'être historien, mais il a lui-même était avant tout un recueil, une mémoire vivante. Alors, la journée d'Ivan Denisovitch, ça je me rappelle l'avoir lu, j'étais en Algérie, pendant la guerre en Algérie, juste avant ma blessure, ça m'a marqué profondément. Et en un sens, dans l'archipel du Goulag, vous avez la journée de ce petit Ivan Denisovitch, laquelle journée a plu à Nikita Khrouchtchev quand il se l'est fait lire à Pinsunda, je crois, en Crimée, dans une des villas impériales, parce qu'il préférait entendre plutôt que lire par lui-même. Ivan Denisovitch, c'est l'histoire, la vie. Vous savez, Tolstoï voulait écrire, avant d'écrire Guerre et paix, l'histoire d'une journée. Et pour écrire l'histoire d'une journée, il vous faut une journée. Donc on est presque dans le paradoxe d'Achille et la tortue. Et c'est véritablement cette journée qui est immensément allongée, en ce sens que c'est 3 à 4 décennies de bagne, au lieu d'être une journée. Mais la journée commence au lever, elle s'achève à la nuit, et on peut dire que c'est un petit peu la même chose pour l'archipel du Goulag. Et n'oublions pas qu'il écrit sous la forte influence poétique de Dante, de la Divine Comédie, de tous ceux qui sont descendus en enfer. Dans le chant 6 de l'Énéide, Énée descend dans l'enfer. C'est le plus beau des chants de l'Énéide. Et c'est la raison pour laquelle, en descendant dans l'Inferno, Dante est accompagné par Virgile. Eh bien, en descendant dans l'archipel, dans le Goulag, il est accompagné par Ivan Denisovitch, par son propre personnage. Ça, c'est très joli. Et il se retourne toujours devant Ivan Denisovitch. Je vais vous en lire un tout petit point. Il lui demande, Ivan Denisovitch, est-ce que ça suffit? Est-ce que nous en avons assez parlé? Eh bien, Ivan Denisovitch, que reste-t-il dont nous n'ayons pas parlé dans notre vie de tous les jours? Ouh là là, nous n'avons même pas encore commencé. Pour raconter tout, il faudrait autant de temps que nous en avons passé là-bas. Une pensée très tolstoïenne qu'il prête à Ivan Denisovitch.
Oui. Il ne faut quand même pas oublier que c'est beaucoup plus qu'un témoignage. Vous voyez, c'est une œuvre d'écrivain, c'est en vérité, parce que les gens ne pensent pas à ça. Mais moi excusez-moi, en plus, c'est un écrivain foisonnant. C'est Jolicine, foisonnant, c'est une puissance d'écriture incroyable. Et moi, j'avoue que c'est pas un témoignage bêta, quoi. Il y a du souffle, il y a de la réflexion, il y a de l'humour, vous en parlez d'ailleurs. Donc c'est vraiment, puis il y a un style incroyable, qui est puissant, comme souvent les écrivains russes d'ailleurs. Il y a en lui une poésie, une confession. Il a lu les confessions de Saint-Augustin. Si vous lisez les confessions de Saint-Augustin, eh bien, vous allez dire, mais cet Augustin de Carthage, c'était un vrai dépravé. Il allait voir les femmes à Rome, il allait voir les spectacles, il était païen, et sa mère n'arrivait pas à le convertir. Il y a cet aspect de confession que fait Solzhenitsyn dans beaucoup de chapitres et à plusieurs reprises, dans lequel puise aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ses ennemis. Ils puisent tout simplement, tu nous racontes, de même que si vous puisez dans Augustin en reprenant uniquement la confession de ses péchés ou de ses vices, eh bien, vous aurez un autre Augustin que l'Augustin final. Il y a une ironie continuelle. Vous voyez, même dans le livre que j'ai fait, là, 50 ans après l'Archipel, où j'essaye de montrer le mystique, l'ironique, le poétique, le satirique, l'ubuesque même. Il y a également, il pense à Gulliver. Gulliver a ses 4 voyages. Le premier voyage, il est chez les petits Lilliputiens et il se réveille complètement attaché par les cheveux. Eh bien, lui aussi, il se réveille complètement attaché par les cheveux lorsque sa gloire est arrivée. Après Ivan Denisovitch, il est présenté pour le prix Lénine. Il n'aura pas le prix Lénine parce qu'entre-temps, Khrouchtchev tombe et que la girouette a tourné. Mais il est complètement attaché. Il a 6 juges qui veulent le rencontrer. Donc il a les juges qui sont d'anciens bourreaux. Il a lui, il essaye de leur dire quelque chose. Ils ont réponse à tout. On meurt de faim. Ils répondent « Oh, vous savez, on emporte des camions de déchets de pain de tous nos camps, des centaines de camions. » Et alors, il dit « Je suis attaché par tous les cheveux. » Et puis le 4e voyage de Gulliver, c'est au pays des chevaux et au pays où on ne connaît pas le mensonge. Tout simplement, on ne sait pas ce que c'est que mentir. On en est incapable. Or, le pays dans lequel il se trouve, c'est le pays du mensonge. Le mensonge déconcertant, le mensonge énorme, inouï, qui d'ailleurs sévit à nouveau aujourd'hui. Et en essayant de voir cette cathédrale d'écriture que représente l'archipel du Goulag, ce mot de cathédrale, je l'ai eu dès que j'ai lu l'archipel, parce que ce n'est pas une prison, ce n'est pas un camp complètement plat. Il voit de temps à autre s'élever un saint ou une sainte. Il y a le jeune poète juif avec lequel il est enchaîné à la prison de la Nouvelle-Jérusalem, qui avait changé de nom, mais qui a repris son nom de Nouvelle-Jérusalem, et où dans la boue, il y a une briqueterie et il doit charger 6 brouettes. Ça fait de 12 brouettes. Ils en sont incapables. Ils en font 5, 6. Alors, Gamerov, le jeune juif, va très rapidement mourir, mais au commencement, il plaisante. Il dit, tu te rappelles le baron Tusenbach? Ça, c'est dans Tchekhov. Et le baron Tusenbach dit, ah, ce serait bien si nous travaillions enfin un petit peu, par exemple, dans une briqueterie. Donc, voilà.
le rêve est exaucé, si vous voulez, du baron Tusenbach. Mais vous savez, l'archipel du Goulag est rempli de satire. C'est absolument magnifique. Par exemple, moi, j'ai essayé de sortir dans les pages choisies que j'ai faites l'article 58 du Code pénal. J'ai donné un titre que n'a pas donné Alexandre Isaïevitch, c'est l'article omniraflant, qui permet de rafler tout le monde avec un grand râteau. Et la description, qui dure 10 pages, des différents passages de l'omniraflant, elle est magnifique, elle est ubuesque véritablement. Ouais. Maintenant, pour certaines pages, il s'est emparé des publications de celui qui avait été le procureur général avant Wyszynski. Wyszynski, c'est le grand procès de Moscou en 1937. Et ce procureur général avait écrit en 1925 et puis en 1930 la méthode qu'il faut employer. Seulement, selon la logique stalinienne, il a disparu déjà en 1935, ce procureur général. Avec lui ont disparu tous ses livres de toutes les bibliothèques, y compris les bibliothèques privées, car ça, c'est en risqué gros en le gardant. Donc il le dit. Mais vous me demandez d'où je sors cette information anti-soviétique. Mais je le sors du livre du procureur général. Simplement, plus personne ne l'a, mais il y a quand même une bonne âme qui m'a donné le livre de 28. Oui. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de Solzhenitsyn, je pourrais dire, parce que Solzhenitsyn ne s'est jamais considéré véritablement comme un dissident, c'est-à-dire contre le système. En vérité, il a toujours voulu utiliser le système contre le système, enfin, les rouages du système contre le système. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu montrer les contradictions du système, des choses comme ça. Et ça se voit, par exemple, dans ce livre, bien sûr, mais si vous prenez la lettre que vous trouverez d'ailleurs dans le dossier qui vous a été donnée tout à l'heure au début de la séance, il y a une lettre qu'il écrit, parce que l'Union des écrivains va l'exclure de son cénacle. Et donc, il écrit une lettre de protestation qui est absolument magnifique. Moi, je la trouve personnellement formidable. Et justement, il montre la contradiction de l'Union des écrivains. Il ne dit pas, vous êtes des salauds, vous comprenez. Non, regardez, vos statuts, c'est ça, et qu'est-ce que j'ai fait? Et vous avez exclu un tel. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc, il essaye de montrer la contradiction du système, et c'est assez puissant. Et dans son livre, La chaîne et le veau, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais ça montre bien justement ça. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Thierry, en ce sens que il ne faut quand même pas oublier qu'il est un marxiste enthousiaste. Oui, au départ quand même. Attendez, jusque vers 39-40. Oui. Et qu'il a longuement écrit sur la difficulté qu'il a eue à se dessiller les yeux. C'est une expression qui revient dans « Aime la Révolution », qui est son premier texte, mais le dernier publié de son vivant. Et vous direz, mais enfin, comment ça se fait? Il est un marxiste. Oui, il écrit ça je l'ai montré dans l'exposition à Genève, où il y avait le totem d'ailleurs du manuscrit complet de l'archipel du Goulag, parce qu'il l'a quand même eu entièrement devant lui quand il était dans la ferme de Marta en Estonie. Et pourquoi était-il dans la ferme de Marta? Et ça, je crois que c'est le premier des aides, c'est Souzy. C'est Souzy, l'estonien, avec qui, déjà dans Ivan Denisovitch, il dit « Je ne connais pas un Estonien qui soit un méchant homme ». Il connaît beaucoup de Russes qui sont des méchants hommes. Il connaît absolument tous les nationalistes, en particulier ukrainiens, pour lesquels il a beaucoup d'admiration parce qu'ils forment bloc, en particulier lors du soulèvement de Kengir. Mais pour terminer l'archipel, il va dans la ferme de Marta, il se rase la barbe, il prend le train, il débarque. La fille de Souzy dit au voisin de la ferme, c'est un prof de droit qui vient écrire un livre. Et tout ça, il le raconte dans ses souvenirs américains, qui sont des compléments, si vous voulez, au livre que vous citez, La chaîne et le veau.
Mais qu'est-ce que Souzy lui a appris? Il lui a appris ce que c'est que le vrai socialisme. Il lui a appris l'histoire de l'Ancien Régime. Et il a complété ce qu'un vieux prisonnier, Fastenko, lui avait dit. Parce que la description de Fastenko, elle est magnifique. Fastenko a été mis en prison en 1903, libéré en 1905, reparti en prison. Des prisons, Ancien Régime, d'où tout le monde s'échappait par centaines, dit Solzhenitsyn. C'est vrai, puisque c'est pas tout à fait les prisons soviétiques, soyons clairs. Eh bien, il a fait ses écoles dans le goulag. Et ce qu'il n'avait pas encore appris à la guerre, parce qu'il a fait la guerre, il a été capitaine, il a été nommé plusieurs fois, mais il n'avait quand même pas vraiment appris à se méfier, puisque c'est dans une lettre à son ami Witkiewicz, qui est dans le régiment d'à côté. Il lui envoie des lettres et il oublie qu'il y a une censure militaire, qui existe d'ailleurs dans toutes les armées. Mais enfin, elle n'est pas aussi conséquente. Bon, bref. Et il écrit essayons de voir ce que sera notre Russie quand on sera débarrassé du patron. Le patron, facile de deviner. Et donc, il le dit lui-même, il n'est pas encore contre le système, contre le régime quand il va au goulag. Oui. Et il va au goulag et là, il a les trois mousquetaires, c'est-à-dire ses deux amis Kopelev et Panine et d'autres. Et le premier cercle, c'est aussi une citation de Dante, le premier cercle, c'est là où les sages se retrouvent en enfer, les sages qui n'ont pas connu la révélation du Christ. Donc, ils n'ont pas de vice, ils sont purs, mais ils n'ont pas connu la révélation. Donc, c'est le premier cercle. Le premier cercle, c'est cette prison-laboratoire où il travaille. Et à un moment donné, il se dit, au fond, je collabore avec le tyran. Et c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de refuser de faire le projet suivant, et donc il va aux travaux généraux. Excusez-moi, je fais une petite explication de texte parce que les spectateurs ne sont pas forcément... Il faut savoir que Solzhenitsyn a été effectivement arrêté, comme a dit Georges Niva. Il a été condamné à 8 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il a été donc... il n'a pas été au camp directement, il est en partie... En tout cas, il est allé dans une espèce qu'on appelle Charachka, voilà, qui est une espèce de laboratoire prison, et donc dans lequel on utilisait les compétences scientifiques et autres des prisonniers. Et donc, c'est pour ça que la réaction... Dans la Charachka, il faut dire les grandes inventions soviétiques, Tupolev, c'est dans une Charachka. Bien sûr, Tupolev, les avions. Juste pour poursuivre ce que disait Georges, lorsque vous dites qu'il refusait de collaborer avec les autorités, il travaillait avec Kopelev et Panine sur un système de reconnaissance vocale, donc qui devait permettre de reconnaître, lorsqu'on écoute une liaison téléphonique, lorsqu'on écoute des gens dans un appartement, comme il a des empreintes digitales, le rêve du NKVD à l'époque était d'avoir des empreintes, je ne sais pas comment dire, voilà. Oui, c'est la reconnaissance faciale de nos jours, si je puis dire. Voilà, mais là, c'était pour pouvoir... et donc, il y avait des ingénieurs comme des mathématiciens ou Kopelev qui travaillaient également dans ce domaine. À la guerre, si, il était acousticien. C'était un repérage des canons allemands par l'acoustique, en ayant des espèces de grands cornets acoustiques sur 1 kilomètre. Ouais. Donc là, ces qualités d'acousticien, ces compétences scientifiques étaient directement mises au profit des services secrets pour arrêter de nouvelles personnes. Oui, donc évidemment... ce qui est l'histoire du premier cercle. Il a pris la décision. Quand il refuse de collaborer, c'est lui qui prend la... Et, si vous voulez, c'est un acte de liberté. Et là vous pensez, Georges, vous pensez que... Ivan Denisovitch, il collabore. Ça fait partie des accusations contre Ivan Denisovitch. Quand il construit le mur d'un futur bâtiment, qui sera peut-être la prison, il fait moins 28 degrés. Il est le dernier de la brigade. Et il continue parce qu'il reste encore un peu de mortier.
et qu'il faut aller très très vite par moins 28 degrés. Solzhenitsyn a reçu des lettres en disant « Mais enfin, vous voulez collaborer, votre Ivan Denisovitch, il collabore avec le tyran. » Et c'est une spécialité, excusez-moi, c'est une spécificité de ce type de totalitarisme, parce que cette utilisation des victimes par les bureaux pour leur propre enfermement, vous le retrouvez dans d'autres pays après qui ont été utilisés, je pense aux Chinois, je pense à d'autres comme ça. Quoi, voilà. Ça fait partie de la perversité du système, je dirais. C'est-à-dire utiliser la victime, le prisonnier, pour construire des prisons, pour enfermer les autres, et même d'ailleurs quelquefois pour les torturer. Dans certains pays communistes, des prisonniers ont torturé des prisonniers pour les faire avouer. Il ne faut pas aller chercher très loin. À l'époque Brejnev, un certain nombre de gens, je pense à Sergei Khazarovitch, qui était l'un des dirigeants du Fonds d'aide aux prisonniers politiques créé grâce aux droits d'auteur de Solzhenitsyn. Il a été torturé en prison pour lui faire avouer par où passait l'argent qui arrivait de Solzhenitsyn et qui s'occupait de cette organisation. Et il a été torturé par des co-détenus, des criminels qui étaient payés pour ça. Non, mais c'était des Donc, criminels. Il ne faut pas aller très, très loin. Oui, c'était des criminels. Donc, vous savez, excusez-moi, vous verrez ça si vous lisez l'Archipel, et peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Les criminels, parce que dans les goulags, il y avait les politiques et les criminels. Et les criminels étaient utilisés par les capots, si je puis dire, hein, souvent pour martyriser les politiques. Ils étaient sous la domination. Les criminels, c'était ce qu'il y avait de pire. Donc, c'était très différent entre l'époque brejnevienne et stalinienne. Oui, non, moi je parle de la séparation de l'époque. Ah oui, d'accord. Moi, je parle des années fin des années 70. Oui, oui. Non, moi je parle des prisonniers vraiment politiques qui torturent d'autres prisonniers politiques. Bon, enfin, c'est un autre sujet, mais enfin, ça fait partie aussi de notre sujet. Excusez-moi, je voulais vous poser... Je voudrais quand même dire un mot sur le sens aujourd'hui de ce livre. Parce que, bon, tout récemment, j'ai réécouté, après une lecture de Dante, de Liszt, où il essaye de rendre compte à la fois de l'élévation et de la terreur. C'est un très beau morceau musical. C'est extraordinaire. Eh bien, après la lecture, pas de Dante, mais de l'Archipel du Goulag, qu'est-ce qui reste ? Peu de choses, disons, parce qu'un livre de 1600 pages, vous savez, même si vous le lisez très, très attentivement, comme Guerre et Paix, quand vous le relisez, vous retrouvez des choses que vous n'aviez pas vues. Et quand j'ai relu pour la 3e fois l'Archipel du Goulag, j'ai revu encore des choses que je n'avais absolument pas vues. Mais en définitive, moi, il me semble que c'est un livre qu'on peut ouvrir si on est inquiet de ce que signifie l'être humain. Être dans l'humanité ou hors de l'humanité. Or, aujourd'hui, dans la guerre en Ukraine, c'est un problème. Où est l'être humain ? L'attaque du 7 octobre contre Israël, ça pose la question. La réponse d'Israël pose la question pour beaucoup. C'est-à-dire, où commence et où s'achève l'être humain ? Où est-ce que la fabrique d'inhumains arrive véritablement à faire des inhumains, c'est-à-dire des bêtes, des fauves ? C'est une question qui est posée par Dostoïevski parce que, quiconque parle de prison a derrière soi beaucoup de textes, mais en particulier Dostoïevski, c'est 4 ans de bagne, complètement isolé. La dernière lettre à son frère, c'est à la veille du départ à la forteresse Pérépole. La nouvelle, c'est à la sortie, lorsqu'il va au régiment disciplinaire. Bon, eh bien, il voit des tortures et il demande « Mais ce bourreau, est-ce qu'il est différent de moi ? Est-ce qu'il n'y a pas en chacun d'entre nous un petit germe, un petit embryon de bourreau ?» Sa réponse, c'est oui. Oui, il y a un embryon de bourreau en chacun. Ça, c'est la question de la victime et du bourreau, sur laquelle on a beaucoup épilogué. Il y a des films remarquables. Ah oui. Mais cette réponse, quand même, de Dostoïevski est inquiétante. Et si vous voulez, pour moi, l'Archipel du Goulag, il ne donne pas une réponse. Parce qu'attention, je ne pense pas que Solzhenitsyn donne des réponses. Lui-même a fait un long parcours. La tête que vous avez vue dans le film
c'est sa tête en fin de vie. Oui. Quand il écrit Ivan Denisovitch, il est jeune comme tout. Et ils sont tous jeunes, les trois mousquetaires là, dont il parle avec ses amis. Lorsqu'il aide dans la charachka, vous savez, le concierge, le dvornik, à casser du bois, il le fait volontairement. Il n'est nullement obligé, c'est pour la joie de la jeunesse de faire casser du bois et d'aider ce vieil homme qui est d'ailleurs aveugle. Eh bien, le sens de l'archipel, c'est de nous poser la question, où s'arrête l'humain ? Alors, vous avez d'ailleurs dans le film, à un moment donné, vous avez employé un mot qui est très fort, et qui est très juste à mon avis. Vous avez parlé en parlant du livre de l'archipel, vous avez parlé d'intranquillité. C'est un livre qui provoque l'intranquillité parce que c'est une énorme interrogation sur l'être humain. Moi, ce qui m'a frappé, alors je vais vous demander d'approfondir un peu cet aspect-là, mais moi je vais verser vers le côté un peu optimiste, si je puis dire. Ce qui m'a frappé dans ce livre-là, mais dans tous les livres, et j'en ai lu, croyez-moi, énormément, sur les conditions dans les prisons, ailleurs qu'en Union soviétique, ou en tout cas dans des pays toujours communistes, c'est clair. Ce qui m'a frappé, et même pas forcément dans les prisons, d'ailleurs dans la vie quotidienne, c'est la résistance incroyable de l'homme par rapport à l'adversité. Moi, je trouve que c'est une leçon. Pour moi, à chaque fois, quand je lis ces textes-là, je trouve que c'est une leçon d'humanité incroyable et c'est une leçon d'espoir sur l'homme. Parce qu'on se dit, mais quoi qu'on lui fasse, et Dieu sait si on lui fait des choses, eh ben, il reste... Alors, il y en a plein qui sombrent, j'entends bien, il y en a plein qui... Mais en même temps, il résiste comme une espèce de roseau, si je puis dire, qui plie, et puis finalement, il ne casse pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que... Alors, c'est pour ça que je voudrais vous expliquer un peu. Est-ce que ce terme d'intranquillité n'est pas en contradiction par rapport à ce que je viens de dire, par exemple ? Parce que moi, j'y vois aussi un peu d'espoir dans tout ça. Il y en a beaucoup, oui. Mais il faut d'abord l'intranquillité. Il la faut pour nous tous, hein, vous savez, moi à Paris, en passant devant 5 SDF qui sont par terre, vous êtes oui. Je trouve que ça crée de l'intranquillité, tout en sachant pourquoi, des raisons, ceci, cela, et qu'ils ne veulent pas aller à l'abri qu'on leur a ouvert, etc. Néanmoins, ça pose la question, comment se fait-il que nous vivions avec cela, qui est juste à côté, je me rappelle, à Tokyo, c'était des villages entiers de cartons de jeunes hommes qui venaient chercher des emplois, et ça rend complètement intranquille. Maintenant, il y a quand même... est-ce que Solzhenitsyn, qui se veut chrétien, qui a été chrétien à sa façon, est-ce que Solzhenitsyn voit l'image de Dieu en chaque homme? Parce que finalement, être chrétien, c'est quand même ça. Bon, c'est assez difficile de voir cette image de Dieu en chaque homme, et alors en particulier dans les truands. Oui. Lorsqu'il parle des truands, moi j'ai eu personnellement l'impression, là, tu ne vois plus l'image de Dieu. En revanche, dans l'insurrection de Kengir, qui est un chapitre formidable, vous savez, moi... j'ai comparé ça à des tableaux de Uccello que j'aime beaucoup, vous savez, des vieilles batailles avec des pics, des lances d'anchicotesques. Bon, eh bien, ça s'est passé comme ça. Pendant 4 semaines, on ne leur tirait pas dessus parce que le pouvoir se demandait quoi faire. De même que lorsque l'archipel du Goulag est apparu, le pouvoir a quand même hésité pendant au moins 2 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On ne peut pas le fusiller parce qu'il est trop connu, le remettre en tôle, bon, peut-être ça lui fera plaisir, j'en sais rien, mais bon... Donc, on prend la proposition du chancelier allemand, Willy Brandt, qui dit « Nous sommes prêts à accueillir M. Solzhenitsyn », et donc il arrive à Francfort-sur-le-Main. Ben, le Politburo a hésité parce que, à ce degré-là, cette avalanche qui lui tombait dessus, il ne savait plus très bien quoi faire. L'envoyer à gauche, l'envoyer à droite, l'envoyer en Sibérie, l'envoyer en Occident. Et
cette hésitation du pouvoir politique marquait quand même une victoire de Solzhenitsyn. Faire hésiter le Politburo lui-même pendant... Maintenant, si vous permettez, Twardowski, qui a été mentionné. Twardowski qui dirigeait la revue Nowy Mir. Nowy Mir, oui. Qui a publié les extraits d'Ivan Denisovitch. Igor Vinogradov. Qui a publié les extraits d'Ivan Denisovitch. Bon, ils sont quand même... il est en face d'un personnage créé par le système stalinien, puisqu'ils ont été découlakisés, toute la famille, Twardowski. Et maintenant, Twardowski, il est au comité central. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inhumain, il ne pense pas à sa famille. Et cette question que se pose Solzhenitsyn en face de Twardowski, c'est-à-dire nous étions proches l'un de l'autre, mais il manquait quelque chose. Parce que lui est un zec. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Si je puis me permettre juste, avec tout mon respect, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interprétation. C'est une victoire pour Solzhenitsyn d'avoir été expulsé. Parce que si on lit attentivement, comme vous l'avez sûrement fait... D'avoir fait hésiter le Politburo. Alors, je ne sais pas si on peut dire fait hésiter, parce que quand on lit les comptes rendus secrets, mais qui ont été rendus publics grâce notamment à Boukovski, qui très rapidement s'est empressé de photocopier un certain nombre d'archives importantes, en fait, on se rend compte que Brejnev, Kosygin était tout à fait pour l'envoyer au fin fond de la Sibérie, ça lui apprendra, puisqu'il a touché au sacro-saint, à Lénine. Là. Et le plus intelligent, c'est-à-dire Andropov, qui à l'époque était le chef du KGB, lui, alors certains pensent que c'était pour préparer son avenir ou autre chose, considère que c'est beaucoup mieux pour le prestige du pays. Mais en fait, c'est un calcul politique. Les plus malins, comme Andropov, avaient une vision, et les plus anciens, un peu plus traditionnels dans leur façon de voir, la façon dont il convient de réprimer, eux pensaient immédiatement, oui. Voilà, on l'envoie pendant des années en Sibérie. Donc, je ne pense pas que Solzhenitsyn souhaitait. Ah non, je pense que non. Non, voilà, non mais je pense que... Il a juste fait hésiter, je ne suis même pas sûr. Je pense qu'ils ont fait... Excusez-moi. Sur ce détail-là, une fois que j'intervenais à l'université de Saint-Pétersbourg, il y avait la rectrice d'ailleurs, à la fin, un monsieur qui était visiblement un archi-réactionnaire poutinien me dit, en somme, s'il a été au goulag, il était bien content parce qu'il pouvait écrire ce livre. Oui, quel cynisme! C'est une vision de l'histoire qui est intéressante, oui. Oui, évidemment. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Nicolas, peut-être que le bureau politique, maintenant, on ne le saura jamais, c'est une hypothèse, s'est fait la même réflexion que par rapport à Pasternak, puisqu'ils ont eu ce cas-là vis-à-vis de Pasternak. Lorsque Pasternak a écrit le Docteur Givago, il a reçu le prix Nobel, et donc ils ont menacé Pasternak de le priver de nationalité, donc quelque part de l'expulser, et donc Pasternak d'ailleurs a refusé le prix Nobel, il a fait son autocritique, etc. Parce que Andropov était sans doute le plus malin, mais aussi le plus salaud, excusez-moi d'employer cette expression-là. L'un n'exclut pas l'autre. Comment ? L'un n'exclut pas l'autre. Non, je suis d'accord, rien n'exclut pas l'autre. Mais je pense qu'il a peut-être fait le calcul en disant, si on envoie Solzhenitsyn à l'Ouest, il est perdu dans le sens où il soit noyé, parce qu'on ne l'écoutera plus, on ne l'entendra plus, etc. Et je pense, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains russes et d'opposants qui craignaient de quitter leur pays, parce qu'ils sont très attachés à leur terre natale, c'est une caractéristique assez russe, c'est pas l'unique caractéristique des Russes, mais en tout cas, il n'y a pas que les Russes qui sont attachés à leur terre natale, mais eux, ils sont quand même, surtout quand on est un intellectuel et un écrivain, et le déraciner, c'est une grande punition pour un Russe. Et chacun sait, enfin, en tout cas Solzhenitsyn l'a montré tout au long de sa carrière, il est très russe quand même, Solzhenitsyn, et c'est pas... voilà, c'est un vrai... voilà. Et donc je pense qu'il y avait une volonté de le punir, en disant si on va l'expulser, on va le déraciner de son pays. Je pense que la lecture, encore une fois, des documents qui ont été rendus publics, des hésitations ou des atermoiements, en fait, c'était des différentes façons de penser, mais avec une seule volonté, c'était de régler le problème Solzhenitsyn.
l'un a considéré que c'était le plus... voilà. Oui. Juste, c'était la méthode qui... En l'occurrence, le KGB a imposé son opinion, ce qui était assez, semble-t-il, assez précieux pour eux. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant un certain nombre de documents du KGB concernant Solzhenitsyn, qui là aussi ont été rendus publics après la perestroïka, c'est de voir que le KGB a su bien avant que la pauvre Elisabeth Voronyansk soit arrêtée et avoue qu'elle a un exemplaire de l'archipel. Bien avant ça, des années avant, il y a eu des écoutes dans des appartements où, le KGB l'écrit, Solzhenitsyn parle d'une bombe, d'un ouvrage qui s'appelle L'archipel du Goulag, qui raconte... Donc, on est absolument sidéré de voir que le KGB avait connaissance, alors évidemment pas de où se trouvait le manuscrit, etc., mais connaissait l'existence, et il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu mais ils l'ont cherché. Oui, en même temps, quand même, c'est pas un hasard s'il tombe chez cette femme, et c'est pas un hasard il le cherchait, ce manuscrit, considérablement. Je pense, en tout cas, moi, d'après ce que je connais cette histoire. Je n'ai pas vu de document là-dessus, j'avoue. À propos de Pasternak, je voudrais quand même corriger, il n'a pas fait une autocritique. Il a écrit un texte, j'étais à côté de lui chez Olga Ivinskaya, il a écrit un texte en disant qu'il renonçait à son prix Nobel. À ce prix parce qu'il était incapable de quitter son pays. Voilà, c'est quand même pas une autocritique. Non, excusez-moi. Parce que des autocritiques, c'était un style tout à fait différent. Merci beaucoup de faire cette n'oubliez pas. Mais c'était le côté déraciné, justement, qui était... Il ne voulait pas quitter son pays. Parce qu'il avait peur que s'il allait à ce... Vous savez, ça, c'est des choix que font les écrivains. L'écrivain polonais Konrad est devenu un écrivain anglais. L'essentiel, c'est l'œuvre qui vient. Anna Akhmatova, dans son Requiem, elle dit bien que moi, je n'ai pas quitté. Oui. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont quitté, elle les condamne? Non. Elle dit simplement, moi, je n'ai pas quitté. Olga Sedakova, qu'on a vue, cette femme magnifique, poétesse et philosophe que vous avez interviewée à Moscou, elle n'a pas quitté, elle pourrait quitter, naturellement. Elle reste comme Anna Akhmatova, finalement. C'est-à-dire, existentiellement, je ne peux pas quitter. Mais d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est dans ce film où on parle quand même à propos de son prix Nobel, je parle de Solzhenitsyn maintenant, de son prix Nobel, où il dit, il décide de ne pas aller le chercher parce qu'il dit je ne pourrais pas rentrer sans doute si j'y vais. Donc c'est bien la preuve qu'il a. Donc je pense toujours à la punition dont on a parlé avec Andropov. C'est bien la preuve qu'une des craintes de Solzhenitsyn, c'est de pouvoir pas revenir dans son pays auquel il est terriblement attaché. Moi, je ne sais pas, c'est. Oui, mais finalement, il a fait usage de son exil, qui a été long, considérablement. À Cavendish. Il a écrit La Roue Rouge, qui n'est pas beaucoup lu parce que c'est 6600 pages. L'archipel du Goulag, c'est 1600 pages. Et déjà que c'est pas fait. C'est un livre qui est complémentaire de l'archipel du Goulag, dans son idée. C'est-à-dire, il l'écrit après, mais ça se passe avant. C'est pour expliquer comment on en est arrivé à quoi. La révolution devient une contre-révolution. Comment une révolution, c'est-à-dire qui se veut une libération, comment une libération aboutit à un esclavage. Alors là, peut-être, il faut quand même dire un mot de son dialogue avec Varlam Shalamov, l'auteur des écrits de la Colima, tout simplement parce qu'il y a eu l'idée chez Solzhenitsyn de faire une collaboration avec Shalamov. Pour l'archipel. Il le dit lui-même, il le dit dans les premières pages. Et finalement, quand on connaît les deux œuvres, on sait après coup que c'est impossible. Parce qu'ils sont trop différents. Parce que les récits de la Colima, si vous voulez, c'est des petits instantanés. C'est un livre absolument extraordinaire et bouleversant. Des petits instantanés. Disons, sur le Goulag, je ne dis pas que j'ai tout lu. Enfin, j'ai quand même lu une bonne centaine de livres. Il y a 3 livres. Il ne faut pas oublier Vie et destin de Vassili Grossman, lequel n'a pas été au Goulag.
Et c'est retourné à partir d'un certain moment, parce que les héros de Pour le bien de la cause se retrouvent dans Vie et Destin. Simplement, ils ont changé quelque chose dans leur façon de voir. C'est là qu'il y a le fameux passage sur les deux totalitarismes. Oui, parce que je raconte à 30 secondes, il y a un moment donné, il se retrouve face à un prisonnier allemand et un prisonnier... Non, excusez-moi, c'est un prisonnier allemand et un prisonnier russe qui parlent ensemble et ils disent finalement, si vous gagnez, nous gagnons, et si vous perdez, nous gagnons. Parce que c'était une conversation justement pour montrer que les deux systèmes sont absolument la même chose. Nazisme ou communisme, c'est la même chose. Donc c'est un passage célébrissime de Vie et Destin. Voilà. Et il y en a un autre quand même qu'il faut rappeler, c'est l'entrée dans la chambre à gaz de Auschwitz. Oui. Avec cette jeune femme, ils sont tous tout nus, les vieux, les jeunes, tout le monde. Et elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants dans la cohue qui va dans la chambre à gaz. Et là, à côté, elle a un petit enfant. Elle le prend dans ses bras, elle lui dit « Nous allons au paradis ». Et le monologue de cette femme qui va sous la douche mortifère est un des plus beaux passages de la littérature russe du XXe siècle. Et ça, c'est le talent extraordinaire de Grossman, qu'on retrouve aussi dans Topaz, qui est un livre incroyable. Alors, vous avez parlé de 3 livres. Donc, vous avez parlé de Vie et Destin. Et donc, les récits de la Colima. Les récits de la Colima de Chalamov. Les récits de la Colima, quand vous avez les truands qui jouent au jeu de cartes, tout simplement un cave, c'est-à-dire un prisonnier politique. Alors, il joue d'abord son pullover, ensuite son pantalon, sa cuillère, parce qu'avoir une cuillère, c'est extraordinaire, et puis ensuite lui-même. Sa vie. Alors, ce genre de texte qui est des sortes de concentrés d'horreur, et où dans ces... Il y en a combien ? 300 récits de la Colima. Chalamov, lui, a fait une autocritique. Lui a fait une véritable autocritique, lamentable à lire, mais bon, on voit que quelque chose lui est tombé sur les épaules, disons un ours terrible. Mais on va de chose-trappe en chose-trappe. C'est-à-dire, on pense que ce récit, il n'y aura pas pire. On descend en enfer, tac, tac, voilà. Pas. Oui, c'est une descente en enfer totale, effectivement. Ce qui fait que la collaboration était impensable. C'est d'ailleurs ce que dit Solzhenitsyn, mais en termes un peu plus tendres ou doux que ceux que je viens d'employer. Oui. Alors, sur l'absence de collaboration entre les deux, je me souviens que Nadezhda Mandelstam aimait bien raconter que c'était une femme qui était la veuve d'un poète qui est mort dans les camps. Et Chalamov venait chez elle assez régulièrement. Et lorsque paraît Ivan Denisovitch, Nadezhda Yakovlevna, toujours couchée sur son lit en train de fumer ses horribles cigarettes bien hors canal, demande à Chalamov, alors qu'est-ce que vous avez lu ce livre dont tout le monde parle, qu'est-ce que vous en pensez? Et Chalamov répond... il y a un chat qui se promène dans ce récit dans le camp. Alors, il lui dit, oui, en effet. Chez nous, il n'aurait pas fait 5 mètres, le chat. On l'aurait dévoré vivant. Et donc, il voulait, par là, montrer que c'était pas tout à fait vrai, qu'il y avait... on n'était pas dans les mêmes conditions. Ouais. Ce que Solzhenitsyn reconnaît de manière... C'est le début de l'archipel du Goulag. Oui. Le Triton. Il lit dans une publication scientifique qu'on vient de trouver dans la mer Zlata, c'est-à-dire la terre gelée de la Kolyma, un triton qui date de 2 ou 3 000 ans ou plus. Mais les savants ont voulu y goûter et ont trouvé qu'il avait bon goût. Alors il ajoute... Évidemment, le triton ne pouvait pas faire longue vie, étant donné que tout le monde est affamé, que les bienfaits de la science sont rien à côté de cette faim. Parce que la faim est une des choses les plus terribles qui existent pour un être humain. On ne le sait pas parce qu'on n'a jamais faim, nous, honnêtement. Mais moi, j'ai lu beaucoup de récits sur les morts de faim dans les famines. C'est quelque chose d'absolument horrible. C'est une souffrance, mais absolument terrible. La faim, et ça, on le sait assez peu. Alors, les famines.
Là, il y a eu plusieurs famines. Hein. Oui, il y a plusieurs. eu une famine sous Lénine. Il faut quand même rappeler que Lénine, poussé par sa femme, a accepté l'aide des Quakers américains, lesquels ont sauvé dans les 3 ou 4 millions de personnes, lesquels ont réuni un budget qui était l'équivalent du budget annuel des États-Unis d'Amérique à l'époque. Et bon, ils ont ensuite dû quitter, mais le souvenir a été presque effacé. Alexandre Archangelski vient de faire un film très beau qui s'intitule « Golod », la famine, qui est précisément sur cette première famine. La toute première, celle des années 1891-12. Il faut quand même se rappeler que la Volga est un endroit où il y a toujours eu des famines. Oui, bien sûr. Pour des raisons d'isolement, d'absence de fraternité, parce qu'il y avait du grain ailleurs. Et c'est Léon Tolstoï, avec sa famille, qui a mobilisé sa famille, qui est allé organiser la lutte contre la famine. Ça, c'est la première. La seconde, c'est avec les Quakers. La grande troisième, c'est en Ukraine. En Ukraine, l'Holodomor, ça s'appelle l'Holodomor. Et bien quand même, Solzhenitsyn, par ses voies de témoignage oral, mais à l'intérieur des camps, il est au courant. Il en parle assez longuement. Il en parle magnifiquement. Alors que, disons, quelqu'un comme Boris Souvarine, Rigoulot, là, il est un peu une sorte de disciple de Boris Souvarine. Bon. Là, on est chez Subsali, je ferai un petit Astérix après. Dans son Staline, il n'invoque pas. Il dit, il y a, paraît-il, une famine, mais bon, il écrit ça en 1935. Il y a déjà 2 ans. Parce que les archives, cher Nicolas, je pense que quand même, il faut voir que les archives sont souvent les archives des bourreaux. Bien sûr. Que les archives sont des archives souvent mensongères. Bien sûr. Parce que le fonctionnaire bourreau, il veut avoir le beau rôle. Et que, par conséquent, nous devons être très prudents, toujours, avec les archives en général, mais avec les archives soviétiques tout particulièrement. Oui, ça c'est vrai, il faut se méfier. Bon, on va se terminer là, si vous voulez bien, parce que le temps est passé, malheureusement très vite. Je voulais juste vous citer cette phrase de Solzhenitsyn que je trouve magnifique personnellement. Lorsqu'il apprend par la BBC, comme le dit le film que nous avons vu, il apprend par la BBC, donc le 4 ou 5 janvier, je crois, que le livre est paru en France. Et comme l'a dit sa femme, ils ont fait une soirée exceptionnelle, etc. Et il dit, le voici déchargé, en parlant du livre, le voici déchargé de mes épaules, et à l'endroit qu'il faut, ce rocher écrasant, cette larme pétrifiée. Et bien, cette larme pétrifiée, il faut absolument la lire, croyez-moi. Voilà. Merci à vous.